Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui au colloque de mathématiques africaines organisé par la ville de Bemao et Anija. Pour moi, c'est un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui, et ne serait-ce aussi pour la ville de Bemao et Anija. Je dis aussi bonjour aux personnes qui nous regardent sur Anti-Média aujourd'hui, qui sont en direct à travers le monde. Donc bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons aborder la culture africaine, science et modernité. Souvent, lorsqu'on dit culture africaine, on ne pense pas à la science, on ne pense pas à la modernité. Souvent, c'est antinomique, c'est inapproprié. Mais ce colloque a pour but de vous faire comprendre que la culture africaine est mathématique et est scientifique. Et ceci est avéré. Nous avons déjà commencé hier avec le professeur Adjang Magbo, Madame Tramis et autres qui ont fait une présentation brillante. Mais aujourd'hui, nous allons accueillir M. Sakou qui nous parlera des mathématiques fractales. Les mathématiques fractales, souvent, on pense que c'est une invention européenne, mais les mathématiques fractales existent depuis 2000 à 3000 ans en Afrique, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je vais laisser M. Sakou faire sa présentation, vous présenter les mathématiques, M. Choisy, pardon, faire la présentation des mathématiques fractales. Donc, sans plus tarder, je fais place à M. Choisy sur le travail de Ronnie Glash. Merci. Bonjour à tous. En fin de compte, je m'appelle René Glash. Ben voilà, vous venez de faire une fractale. Parce que vous avez rigolé. C'est exactement ça, une fractale. Donc, nous allons aborder cela. On remercie le professeur René Glash de nous avoir permis de présenter ses travaux, puisqu'il a eu un empêchement, il n'a pas pu être là. Donc, on va étudier ce travail qu'il a réalisé, donc les fractales en Afrique. Par gentillesse, il nous a adressé un petit mot, donc que je vous permets de regarder. Bienvenue. Welcome everyone to the Third International Symposium on Mathematics. I'm going to be talking about my book, African Fractals, and some of the new research that we're doing, moving from these indigenous designs to contemporary digital fabrication techniques for empowering communities with these heritage algorithms. Hope to see you there. Voilà. Donc, Monsieur René Glash, ici, nous a donc présenté son travail qu'il a intitulé dans un livre qu'il a fait fractales africaines. En fin de compte, les fractales ont été étudiés par le professeur Mandelbrot en 1974-1975, qui nous donne une définition qui indique que ce sont des figures mathématiques réalisées à partir d'un même motif, mais répétées à l'infini de fois à l'intérieur de lui-même. Donc, une fractale est un motif qui se répète à différentes échelles. Il est idéal pour modéliser la nature, un arbre. C'est une branche, mais la branche d'une autre branche. Les montagnes sont des pics de pics. Les nuages sont des bouffées de bouffées. C'est ainsi qu'il nous les présente. Mais les informations modernes ne sont pas les seules à utiliser les fractales. Les Africains les utilisent depuis des siècles pour concevoir des textiles, des sculptures, des architectures, des coiffures, etc. Nous verrons comment la géométrie fractale est utilisée en informatique comme en sciences. Les fractales ont la propriété d'être similaires. Une petite partie ressemble au tout. Nous pouvons voir cela dans cette image d'un flocon de neige, d'une courbe dite de Koch, qui est un chercheur suédois. Au sommet, nous voyons 3 grandes grappes, comme les bras de la tête d'un bonhomme et de neige grumeleux. Mais chacun est composé de groupes similaires, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Comment Koch a-t-il construit une courbe aussi infiniment ondulée? Donc, la courbe de Koch que l'on présente commence comme la forme d'une graine simple, ce que nous voyons, composée uniquement de 4 lignes. Ensuite, nous réduisons la formule de la graine, comme on dit en mathématiques, nous faisons une itération, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Donc, la première ligne elle-même, si vous voyez bien,
composé de 4 segments, va ensuite se répéter plusieurs fois pour prendre enfin la forme d'un nuage, on peut même dire d'un cristaux de neige, cristal de neige. Dans chaque itération, nous effectuons le même processus, remplaçant les lignes par des versions miniatures de la graine d'origine, puis en plaçant la sortie comme entrée pour la prochaine itération. Nous référons à un processus dans lequel les sorties sont utilisées en tant qu'entrée, en tant que boucle récursive. L'image du serpent se mordant la queue en Afrique, les boucles récursives sont parfois représentées par un serpent se mordant la queue. Tout comme l'informatique contemporaine utilise la récursion pour modéliser les structures fractales de la nature. Les connaissances africaines autochtones reconnaissent et utilisent les propriétés autogénératrices de certains systèmes naturels et sociaux. Un autre symbole de serpent en Afrique représente le bien-être, qui dure pour toujours. Ils disent que le serpent est infiniment long, mais qu'il peut tenir dans l'espace fini, car il s'est enroulé sur lui-même. Comme nous le verrons, ajuster une longueur infinie dans un espace fini est également une bonne description d'une fractale. Voici un exemple ici du chou romanesco. Les fractales peuvent modéliser de nombreux aspects de la nature, de la cosmologie aux molécules. Les aspects fractales du chou romanesco sont assez faciles à repérer, mais d'autres objets naturels prennent un peu de pratique pour voir leur schéma de graduation. Nous allons voir comment des simulations d'objets naturels vont nous aider à construire justement différentes images fractales. Voyons par exemple, donc ce sont les textes de René Glasch, les spirales. Une bonne corde a une spirale linéaire. Il y a la même distance entre chaque révolution. Mais la nature produit des spirales logarithmiques qui augmentent la distance entre chaque révolution. Ce modèle de mise à l'échelle simple permet aux organismes de se développer tout en conservant une forme similaire. La fougère semble être une forme très compliquée, mais en regardant le modèle de base dans une simulation, vous pouvez voir en fin de compte qu'il s'agit de 4 lignes de base qui, une fois répétées, commencent, en plus ensuite répétées par itération plusieurs fois, nous donnent carrément l'illustration d'une fougère. Voilà. Ici, nous avons des fractales inorganiques qui ressemblent à des cristaux. Les systèmes vivants ne sont pas les seules sources d'itération dans la nature. Les cristaux ramifiants appelés dendrites, les bassins fluviaux ramifiés et les structures spirales en turbulence se forment tous en auto-organisation. C'est souvent le résultat d'une boucle de rétroaction positive. Quelques atomes se regroupent, mais de nouveaux atomes ont tendance à coller sur les atomes les plus externes. Les quelques suivants se fixent sur les atomes les plus externes, etc., pour former une dendrite. Nous allons voir en ingénierie l'utilisation d'osdoxyfractales par les ingénieurs qui créent des antennes pour téléphones cellulaires ou autres appareils sans fil qui ont besoin d'une antenne pour recevoir de manière similaire sur différentes longueurs d'onde. Souvenez-vous, lorsque nous avions sur nos voitures, nos antennes qu'il fallait ouvrir, voilà, sur nos téléphones, on avait une sorte de poteau qui nous permettait de capter des appels. Mais depuis, vous regardez comment est-ce que les choses se sont miniaturisées. Vous avez à gauche une antenne dans un téléphone portable basé sur un tapis de Sierpinski, qui est un autre chercheur, mathématicien. Et à droite, on voit la courbe de Koch. D'autres applications d'ingénierie incluent l'architecture, les électrodes, la sismologie, l'infographie, ce qui a été développé avec Madame Hiller et Monsieur Honorin, tout à fait. En médecine, regardez bien, nous avons à gauche un poumon et à droite un arbre. La ressemblance est trop belle. Comme les plantes à branches, le corps utilise des fractales pour maximiser la surface et le débit.
Cela facilite les échanges de gaz, de fluides dans les organes tels que les poumons et les veines. Les neurones sont aussi des fractales. Cela augmente leur connectivité. Les mesures de la dimension fractale peuvent permettre de diagnostiquer des problèmes au niveau des poumons, des vaisseaux sanguins, des yeux, de la densité osseuse, des cellules cancéreuses, de la croissance tumorale. Les chirurgiens utilisent des fractales pour créer des échafaudages artificiels de polymères biodégradables, leur permettant ainsi de développer un tissu de remplacement densément rempli de vaisseaux sanguins. En analysant par exemple des courbes de la bourse, on peut faire des calculs pour savoir est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut vendre, parce qu'il y a des similarités de direction de ces différentes courbes. D'accord ? Donc le cœur d'un être humain, on peut vérifier les cellules dans le corps humain pour savoir si elles sont saines ou pas. Regardons donc dans l'architecture africaine, regardez ce joyau. La montée en infographie a rendu les fractales beaucoup plus courantes au cours des 30 dernières années. Mais les fractales artificiels existaient bien avant la naissance des ordinateurs. Les anthropologues ont observé que de nombreuses sociétés africaines autochtones créaient des fractales dans leurs architectures, leurs textiles, leurs sculptures, leur art, leur spiritualité. Ce n'était pas simplement inconscient ou intuitif. Les Africains associant ces conceptions à des concepts tels que la littération et la mise en échelle. Pourquoi les Africains se sont-ils concentrés sur les conceptions fractales alors que d'autres groupes ont fait plus avec la géométrie euclidienne? Chaque culture utilise certains thèmes de conception géométrique. Les Amérindiens, par exemple, ont placé la symétrie au centre de leur conception. L'accent mis par l'Afrique sur les fractales, mais l'accent sur leurs propres propriétés culturelles. On peut même l'entendre dans la musique polyrythmique, dans la biguine. Je vais vous présenter ça demain, par exemple. L'art fractal africain. Donc, vous avez ici un village, Baïla. Donc, regardez, ce sont ici les différentes maisons qu'on y trouve. Mais la disposition que vous voyez ici, en fin de compte, est réalisée à partir de ce schéma fractal. Vous avez la base, donc un cercle avec au milieu ce qui peut représenter la maison en elle-même, et qui constitue ensuite, à partir de ça, on développe à une autre échelle plus grande, et bien carrément un village. Donc on stocke, et bien évidemment les habitants ils stockent leurs animaux, leurs semis, leurs récoltes, etc. Voyons donc dans l'art africain, ici vous avez notre schéma par exemple d'une ville, où les maisons ici sont cylindriques. Voilà. Dans l'art fractal africain, la couverture de mariage traditionnel des peuls, est tissée principalement à partir du poil de chameau. Les tisserands qui l'ont créé disent que l'énergie spirituelle est tissée dans le motif et que chaque itération successive montre une augmentation de cette énergie. Libérer cette énergie est spirituellement dangereux. Les tisserands disent qu'ils s'y arrêtent au milieu, là où le motif est le plus dense et là où l'énergie spirituelle est la plus grande. Ils risqueraient bien des choses dont ils ne souhaitaient pas. Donc les fiancés doivent apporter de la nourriture, des noix de cola aux tisserands pour les maintenir éveillés jusqu'à la fin. Donc ici vous avez différents modèles de tissus Fulani, et une utilisation merveilleuse des fractales. Regardez comment c'est merveilleux. Les tresses africaines. Les cheveux crépus sont les seuls à pouvoir faire émerger toutes sortes de figures. On a la capacité de créer toutes sortes de géométries grâce à nos cheveux crépus. Regardez bien comment tout cet effort dont on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ce sont des mathématiques complexes qui y sont. Vous avez là de la symétrie.
Vous avez de la translation. Vous avez de la rotation. Vous avez de la projection scalaire. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un travail unique au monde. Regardez donc différentes possibilités de fractales, mais encore ceci, n'est-ce pas merveilleux? Quelle représentation de la nature? Et des antennes pour capter. Voilà. Donc un autre modèle de fractal que nous avons, ce sont les adinkras. Donc toujours sur les tissus. Les adinkras sont des symboles créés par le peuple Ashanti du Ghana. Les symboles adinkras étaient traditionnellement gravés sur du tissu. Mais on les retrouve aujourd'hui dans tout le Ghana, sur les étiquettes de bouteilles, sur les chaises, dans l'architecture. Ils y apparaissent même ailleurs dans le monde où les Africains ont voyagé. Chaque symbole représente une certaine croyance ou un proverbe, mais leurs formes ont également une signification mathématique profonde. En particulier dans la manière dont elles utilisent les courbes logarithmiques pour représenter la croissance organique. Le tissu adinkra est l'un des tissus traditionnels du peuple Ashanti. Il est souvent porté lors d'occasions spéciales ou de cérémonies. Les couleurs de tissu et les symboles qui le composent signifient le message que le porteur souhaite envoyer aux participants de l'événement. Donc, vous avez ici des modèles d'adinkra, la façon dont on les utilise pour pouvoir les graver sur le tissu. Ici, on utilise des différents colorants, des produits naturels issus des plantes. Voilà. On retrouve les adinkras en architecture. Voilà. Donc tout cela, à la base des mathématiques complexes, des mathématiques africaines, dont on n'a peut-être pas naturellement conscience de l'utilisation, mais qui sont innées à nos pratiques traditionnelles. Donc, nous allons écouter René Glache présenter ici sa conférence ici. Vous allez voir René Glache qui va lui-même expliquer le travail qu'il a fait. I want to start my story in Germany in 1877, the mathematician named George Cantor. And Cantor decided he was going to take a line and erase the middle third of the line, and then take those two resulting lines and bring them back into the same process, a recursive process. So he starts out with one line, and then two, and then four, and then 16, and so on. And if he does this an infinite number of times, which you can do in mathematics, he ends up with an infinite number of lines, each of which has an infinite number of points in it. So he realized he had a set whose number of elements was larger than infinity. And this blew his mind, literally. He checked in the sanitarium. And when he came out of the sanitarium, he was convinced that he had been put on Earth to found transfinite set theory because the largest set of infinity would be God himself. He was a very religious man. He's a mathematician on a mission. And other mathematicians did the same sort of thing. Swedish mathematician von Koch decided that instead of subtracting lines, he would add them. And so he came up with this beautiful curve. And there's no particular reason why we have to start with this seed shape. We can use any seed shape we like. And I'll rearrange this, and I'll stick this somewhere down there. Okay. And now upon iteration, that seed shape sort of unfolds into a very different looking structure. So these all have the property of self-similarity. The part looks like the whole. It's the same pattern at many different scales. Now, mathematicians thought this was very strange because as you shrink a ruler down, you measure a longer and longer length. And since they went through the iterations an infinite number of times, as the ruler shrinks down to infinity, the length goes to infinity. This made no sense at all. So they consigned these curves to the back of the math books. They said, these are pathological curves, and we don't have to discuss them. And that worked for 100 years. And then in 1977, Benoit Mandelbrot, a French mathematician,
realized that if you do computer graphics and use these shapes he called fractals, you get the shapes of nature. You get the human lungs, you get acacia trees, you get ferns, you get these beautiful natural forms. If you take your thumb and your index finger and look right where they meet, go ahead and do that now, and relax your hand, you'll see a crinkle, and then a wrinkle within the crinkle, and a crinkle within the wrinkle within, right? Your body is covered with fractals. The mathematicians who were saying these are pathologically useless shapes, they were breathing those words with fractal lungs. It's very ironic. And I'll show you a little natural recursion here. Again, we just take these lines and recursively replace them with the whole shape. So here's the second iteration, third, fourth, and so on. So nature has this self-similar structure. Nature uses self-organizing systems. Now, in the 1980s, I happened to notice that if you look at an aerial photograph of an African village, you see fractals. And I thought, this is fabulous. I wonder why. And of course, I had to go to Africa and ask folks why. So I got a Fulbright scholarship to just travel around Africa for a year asking people why they were building fractals, which is a great job if you can get it. And so I finally got to this city, and I'd done a little fractal model for the city just to see how it would sort of unfold. But when I got there, I got to this palace of the chief, and my French is not very good. I said something like, "I'm a mathematician and I would like to stand on your roof." But he was really cool about it. He took me up there and we talked about fractals. And he said, "Oh, yeah. We know a rectangle within a rectangle within a rectangle. We know all about that." And it turns out the royal insignia has a rectangle within a rectangle within a rectangle. And the path through that palace is actually this spiral here. And as you go through the paths, you have to get more and more polite. So they're mapping the social scaling onto the geometric scale. It's a conscious pattern. It is not unconscious like a termite mound fractal. This is a village in southern Zambia. The Baila built this village. It's about 400 meters in diameter. You have a huge ring. The rings that represent the family enclosures get larger and larger as you go towards the back. And then you have the chief's ring here towards the back, and then the chief's immediate family in that ring. So here's a little fractal model for it. Here's one house with the sacred altar. Here's the house of houses, the family enclosure, with the humans here where the sacred altar would be. And then here's the village as a whole, a ring of rings, with the chief's extended family here, the chief's immediate family here. And then here, there's a tiny village, only this big. Now you might wonder, how can people fit in a tiny village only this big? That's because they're spirit people. It's the ancestors. And of course, the spirit people have a little miniature village in their village, right? So it's just like George Cantor said, the recursion continues forever. This is in the Mandara Mountains near the Nigerian border in Cameroon, Mukulek. I saw this diagram drawn by a French architect, and I thought, wow, what a beautiful fractal. So I tried to come up with a seed shape, which upon iteration would unfold into this thing. I came up with this structure here. Let's see, first iteration, second, third, fourth. Now, after I did the simulation, I realized the whole village kind of spirals around, just like this, and here's that replicating line, self-replicating line that unfolds into the fractal. Well, I noticed that line is about where the only square building in the village is at. So when I got to the village, I said, "Can you take me to the square building? I think, something's going on there." And they said, "Well, we can take you there, but you can't go inside, because that's the sacred altar where we do sacrifices every year to keep up those annual cycles of fertility from the fields." And I started to realize that the cycles of fertility were just like the recursive cycles in the geometric algorithm that builds this. And the recursion in some of these villages continues down to very tiny scales. So here's a Nankani village in Mali. And you can see you go inside the family enclosure, you go inside, and here's pots in the fireplace stacked recursively. Here's calabashes that Isa was just showing us, and they're stacked recursively. Now, the tiniest calabash in here keeps the woman's soul. And when she dies, they have a ceremony where they break this stack called the Zalanga, and her soul goes off to eternity once again. Infinity is important. Now, you might ask yourself 3 questions at this point. Aren't these scaling patterns just universal to all indigenous architecture? And that was actually my original hypothesis. When I first saw those African fractals, I thought, wow, so any indigenous group that doesn't have a state society that's in a hierarchy must have a kind of bottom-up
architecture. But that turns out not to be true. I started collecting aerial photographs of Native American, South Pacific architecture. Only the African ones were fractal. And if you think about it, all these different societies have different geometric design themes that they use. So Native Americans use a combination of circular symmetry and fourfold symmetry. And you can see on the pottery and the baskets. Here's an aerial photograph of one of the Anasazi ruins. You can see it's circular at the largest scale, but it's rectangular at the smaller scale, right? It is not the same pattern at two different scales. Second, you might ask, well, Dr. Eglash, aren't you ignoring the diversity of African cultures? And 3 times the answer is no. First of all, I agree with Mudimbe's wonderful book, The Invention of Africa, that Africa is an artificial invention of first colonialism and then oppositional movements. No, because a widely shared design practice doesn't necessarily give you a unity of culture, and it definitely is not in the DNA. And finally, the fractals have self-similarity. So they're similar to themselves, but they're not necessarily similar to each other. You see very different uses for fractals. It's a shared technology in Africa. And finally, well, isn't this just intuition? It's not really mathematical knowledge. Africans can't possibly really be using fractal geometry, right? It wasn't invented until the 1970s. Well, it's true that some African fractals are, as far as I'm concerned, just pure intuition. So some of these things, I would wander around the streets of Dakar asking people, well, what's the algorithm? What's the rules for making this? And they'd say, well, we just make it that way because it looks pretty, stupid. But sometimes that's not the case. In some cases, there would actually be algorithms, and very sophisticated algorithms. So in Mangwetu sculpture, you see this recursive geometry. In Ethiopian crosses, you see this wonderful unfolding of the shape. In Angola, the Chokwe people draw lines in the sand, and it's what German mathematician Euler called a graph. We now call it an Eulerian path. You can never lift your stylus from the surface, and you can never go over the same line twice. But they do it recursively, and they do it with an age grade system. So the little kids learn this one, and then the older kids learn this one, and then the next age grade initiation, you learn this one. And with each iteration of that algorithm, you learn the iterations of the myth. You learn the next level of knowledge. And finally, all over Africa, you see this board game. It's called Awari in Ghana, where I studied it. It's called Mancala here on the East Coast, Bao in Kenya, Sogo elsewhere. Well, you see self-organizing patterns that spontaneously occur in this board game. And the folks in Ghana knew about these self-organizing patterns and would use them strategically. So this is very conscious knowledge. Here's a wonderful fractal. Anywhere you go in the Sahel, you'll see this windscreen. And of course, fences around the world are all Cartesian, all strictly linear. But here in Africa, you've got these nonlinear scaling fences. So I tracked down one of the folks who makes these things, this guy in Mali, just outside of Bamako, and I asked him, how come you're making fractal fences? Because nobody else is. And his answer was very interesting. He said, well, if I lived in the jungle, I would only use the long rows of straw, because they're very quick and they're very cheap. Doesn't take much time, doesn't take much straw. He said, but wind and dust goes through pretty easily. Now, the tight rows up at the very top, they really hold out the wind and dust. But it takes a lot of time, and it takes a lot of straw because they're really, really tight. Now, he said, we know from experience that the farther up from the ground you go, the stronger the wind blows, right? It's just like a cost-benefit analysis. And I measured out the lengths of straw, put it on a log-log plot, got the scaling exponent, and it almost exactly matches the scaling exponent for the relationship between wind speed and height in the Wind Engineering Handbook. So these guys are right on target for a practical use of scaling technology. The most complex example of an algorithmic approach to fractals that I found was actually not in geometry. It was in a symbolic code. And this was Bamana sand divination. And the same divination system is found all over Africa. You can find it on the East Coast as well as the West Coast. And often the symbols are very well preserved. So each of these symbols has 4 bits. It's a 4-bit binary word. You draw these lines in the sand randomly. And then you count off, and if it's an odd number, you put down 1 stroke, and if it's an even number, you put down 2 stroke. And they did this very rapidly, and I couldn't understand where they were getting, they only did the randomness 4 times. I couldn't understand where they were getting the other 12 symbols. And they wouldn't tell me. They said, no, I can't tell you about this. I said, well, look, I'll pay you. You can be my teacher, and I'll come each day and pay you. They said, it's not a matter of money. This is a religious matter. And finally, out of desperation, I said, well, let me explain George Cantor in 1877. And I started explaining, why I was there in Africa. And they got very excited when they saw the Cantor set.
And one of them said, come here, I think I can help you out here. And so he took me through the initiation ritual for a Bamana priest. And of course, I was only interested in the math, so the whole time he kept shaking his head going, I didn't learn it this way. But I had to sleep with a kola nut next to my bed, buried in sand, and give 7 coins to 7 lepers, and so on. And finally, he revealed the truth of the matter. And it turns out it's a pseudo-random number generator. They're using deterministic chaos. When you have a 4-bit symbol, you then put it together with another one sideways. So even plus odd gives you odd. Odd plus even gives you odd. Even plus even gives you even. Odd plus odd gives you even. So it's addition modulo 2, just like in the parity bit check on your computer. And then you take this symbol and you put it back in, so it's a self-generating diversity of symbols. They're truly using a kind of deterministic chaos in doing this. Now, because it's a binary code, you can actually implement this in hardware. What a fantastic teaching tool that should be in African engineering schools. And the most interesting thing I found out about it was historical. In the 12th century, Hugo of Santillana brought it from Islamic mystics into Spain. And there it entered into the alchemy community as geomancy, the divination through the earth. This is a geomantic chart drawn by for King Richard II in 1390. Leibniz, the German mathematician, talked about geomancy in his dissertation called De Combinatoria. And he said, well, instead of using 1 stroke and 2 strokes, let's use a 1 and a 0. And we can count by powers of 2, right? 1s and 0s, the binary code. George Boole took Leibniz's binary code and created Boolean algebra, and John von Neumann took Boolean algebra and created the digital computer. So all these little PDAs and laptops, every digital circuit in the world started in Africa. And I know Brian Eno says there's not enough African in computers, but I don't think there's enough African history in Brian Eno. So let me end with just a few words about applications that we've found for this. And you can go to our website. The applets are all free. They just run in the browser. Anybody in the world can use them. The National Science Foundation's Broadening Participation in Computing program recently awarded us a grant to make a programmable version of these design tools. So hopefully in 3 years, anybody will be able to go on the web and create their own simulations of their own artifacts. But we focused in the U.S. on African-American students as well as Native American and Latino. We found statistically significant improvement with children using this software in their mathematics class in comparison with a control group that did not have the software. So it's really very successful teaching children that they have a heritage that's about mathematics, that it's not just about singing and dancing. We've started a pilot program in Ghana. We got a small seed grant just to see if folks would be willing to work with us on this. And we're very excited about the future possibilities for that. We've also been working in design. I didn't put his name up here. My colleague Kerry in Kenya has come up with this great idea for using fractal structure for postal address in villages that have fractal structures. Because if you try to impose a grid structure postal system on a fractal village, it doesn't quite fit. Bernard Tschumi at Columbia University has been interested in using this in a design for a Museum of African Art. David Hughes at Ohio State University has written a primer on Afrocentric architecture in which he's used some of these fractal structures. And finally, I just wanted to point out that this idea of self-organization, as we heard earlier, it's in the brain. It's in it's in Google's search engine. Actually, the reason Google was such a success is because they were the first ones to take advantage of the self-organizing properties of the web. It's in ecological sustainability. It's in the developmental power of entrepreneurship, the ethical power of democracy. It's also in some bad things. Self-organization is why the AIDS virus is spreading so fast. And if you don't think that capitalism, which is self-organizing, can have destructive effects, you haven't opened your eyes enough. So we need to think about, as was spoken earlier, the traditional African methods for doing self-organization. These are robust algorithms. These are ways of doing self-organization, of doing entrepreneurship that are gentle, that are egalitarian. So if we want to find a better way of doing that kind of work, we need look only no farther than Africa to find these robust self-organizing algorithms. Thank you. Voilà. Donc, il ne pouvait pas mieux que moi
expliqué vraiment l'étendue de son travail. Donc, nous, si on porte une réflexion, c'est-à-dire que quelle application nous pouvons faire donc, avec ces différentes méthodes, par exemple pour nos enfants. Regardez, en ingénierie, maintenant, grâce au fractal, on fait des murs qui réduisent les problèmes de bruit sonore près des routes, juste par une architecture qui respecte carrément les constructions fractales. Vous avez aussi, en mathématiques, diverses possibilités. Regardez la richesse d'applications que nous pouvons faire en partant de modèles, par exemple, un carré. Pour le reproduire par itération, on peut faire travailler les enfants sur les notions de figure, ici vous avez carré, les triangles, sur les notions de dimension de chaque côté, sur les notions d'itération, évidemment, de répétition, sur les notions d'angle. Donc, qui dit travailler sur les angles, les différents aspects donc mathématiques, on peut aussi voir tout ce qui est logarithme, tout ce qui est sinus, cosinus, etc. Grâce aux mathématiques fractales. Voilà. Je vous remercie. Merci, merci. Alors, non, il faut changer les pieds. Alors, je remercie Sakou pour cette présentation. Je pense que vous avez tous compris l'intérêt des mathématiques fractales et que finalement, l'Afrique est sur le berceau de la pensée des mathématiques fractales. Alors, comme d'habitude, nous passons à la partie questions-réponses. Donc, ceux qui ont des questions, donc à lever la main, je leur retourne le micro. Voilà. Bonjour à tous. Je n'étais pas présente il y a quelque temps. Vous avez invité Bob Basson, le philosophe. Et donc, la conclusion du monsieur au niveau des fractales faisait penser à une ouverture économique et philosophique. Est-ce que vous pouvez faire un lien avec ce qu'il avait dit lors de sa venue? Oui, bon, économique. Voilà. Économie, philosophie, parce que c'est une ouverture, l'une des premières applications qu'on aura à faire en économie, non? D'abord économique. Je vais citer René Glache lui-même. Il dit dans une étude qu'il a faite, l'intentionnalité est un concept dont la définition dépend de la culture. Dans la tradition occidentale, il précise bien, une invention est attribuée à un individu. Parce que c'est de cette façon que les récompenses sociales et économiques sont distribuées. En revanche, les sociétés, donc en Afrique, utilisent plus facilement le concept d'intentionnalité collective. Donc, déjà, de façon économique, on ne fait pas une création, c'est-à-dire rien que pour son petit plaisir pour soi et de vouloir gagner des milliards dessus. C'est d'abord une observation déjà de la nature, un respect de la nature, donc cette notion de philosophie qui a permis de développer, de généraliser justement cette itération de fractal. Donc l'aspect philosophique vient déjà du respect de la création, c'est d'abord une observation qui a mené à l'application. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non, mais c'est important puisque je... Oui, c'est l'observation qui permettra de penser. Mais du point de vue économique, en fait, je pense simplement avec mes petits mots à moi, au niveau du capitalisme, au niveau de cette production intensive de tout ce qu'on a, cette manière de voir l'économie, elle va être remise en question et on a un point de départ. Alors je pensais que ça a été fouillé, vous avez des informations là-dessus? Non. De toute façon, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on a une tradition de respect de la nature. Avant que les leucodermes, eux, puissent s'en occuper, ils ont trouvé que les choses étaient respectées. On vivait d'une certaine façon qui vraiment était... Le partage des tâches, le partage des biens. Voilà, etc. C'était vraiment collectif. Voilà, la notion de voilà. collectif. Et maintenant, les choses se sont dynamitées et on pense individualité maintenant. Et donc, l'idée serait qu'on mène de front, de combat, en fait, entre guillemets,
le travail scientifique, il est aussi scientifique du point de vue économique. Mais cette science de l'économie doit être exploitée à fond puisqu'on est un peu perdu finalement avec le capitalisme débridé, bien dérégulé. Et on pourra peut-être penser, rêver et dire qu'en Afrique, qu'on trouvera des solutions à cette nouvelle société. Cette nouvelle manière de penser le travail, le bien matériel et le transfert d'argent, enfin. Justement, donc le mot est dit, c'est-à-dire repenser carrément la fonction de l'argent. C'est cela qu'on doit repenser. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, une question que je me pose, c'est est-ce que la façon de penser fractale, est-ce que, en fait, parce qu'on dit les ancêtres et tout ça, à mon avis, c'est des circuits neurologiques qui se développent de façon fractale. En fait, en gros, c'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que de sorte que ça nous fait voir le monde de façon fractale et tout ça, est-ce que la mise en place des circuits neurologiques des individus dits mélanodermes n'a pas justement ce truc qu'il faut réveiller, remettre en place pour justement... je ne sais pas si je suis clair dans... Oui, René Glache lui-même, donc il vous en a parlé à la fin de son reportage, a fait donc une application qui est sur Internet, qui permet donc c'est destiné à tout le monde, déjà de s'amuser avec les fractales, de voir les différentes applications possibles, en partant de motifs et tous les dessins qu'on peut faire. Donc il s'est rendu compte, c'est parce que ce sont des personnes qui étaient nées dans une certaine culture et qui n'avaient pas accès à une connaissance qui est devenue élitiste. Donc ils avaient beaucoup de difficultés à se retrouver dans des concepts qui étaient présentés autrement. Et donc il a aidé justement à développer, à démocratiser les mathématiques des fractales, l'étude des fractales sur le site qu'il a créé. Alors une deuxième proposition. Voilà. Je voulais rajouter juste une petite chose parce que c'est vrai que, vous savez, la chose c'est qu'à la base, vous avez une conception philosophico-spirituelle qui n'est pas la même. Il faut que vous sachiez qu'il y a des principes dans la tradition spirituelle africaine. La première chose, c'est que lorsque tu entends un enseignement divin, si tu ne l'as pas vérifié scientifiquement, ne dis pas que c'est Dieu qui a dit ça. Vous voyez, c'est déjà la première règle. Donc, la deuxième chose, c'est que le Créateur est présent dans sa création. Celui qui ne connaît pas la création ne peut pas connaître le Créateur. Donc, à partir du moment où vous étudiez le fonctionnement de la création, et je peux vous dire que ça change tout, quand vous penchez sur la dimension fractale donc, de la création, vous voyez des fractales partout, c'est-à-dire dans votre jardin, dans les fruits, c'est-à-dire c'est impressionnant. Vous prenez un double décimètre, vous mesurez, vous vous rendez bien compte que les plantes font des calculs. Moi, quand je fais des interventions en milieu scolaire, je vais dans la cour de récréation et je montre aux enfants comment une fleur fait des calculs, comment un arbre fait des calculs. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes porteurs d'une science qui est la science de la modernité. Je prends un exemple simple. Un arbre se déploie en fractal au niveau des feuilles. Vous l'avez vu, même la fourgère fait la même chose. Ce qui voudrait dire que si on veut développer des panneaux solaires, on n'a pas besoin d'avoir 25 stades de football au sol. Il suffit d'avoir des panneaux solaires qui s'élèvent en hauteur, mais en tenant compte du calcul mathématique d'un arbre. Et on remplace les feuilles par des capteurs solaires. Donc ce qui permettrait tout simplement d'avoir des arbres solaires, est-ce que vous voyez l'affaire, qui nous permettrait, au lieu d'avoir des grands espaces qui sont utilisés pour ça, mais d'avoir des espaces beaucoup plus restreints, mais en y déployant des arbres solaires sur le modèle des calculs que faisaient nos ancêtres. C'est-à-dire que ce qu'il y a, je dirais, qui est relativement important, c'est que nous devons apprendre à être des décideurs. Quand vous êtes des décideurs, quand vous êtes un décideur, vous cherchez des modèles. Et ces modèles, vous les trouvez dans votre culture. Vous voyez l'affaire? La chose, c'est que l'Afrique, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est la diversité des peuples et des cultures. C'est-à-dire, oui, il y a les mathématiques, mais ici, on fait ça comme ça, avec tel algorithme.
là on le fait comme ça, là on le fait comme ça, là on le fait comme ça, là on le fait comme ça. On se dit, mais mince, moi par exemple, je ne sais même pas combien d'algorithmes qu'il y a en Afrique, au niveau des peuples, pour faire une multiplication. Parce que chaque fois on va là, il y a un algorithme, vous allez à côté, c'est un autre algorithme, vous allez à côté. Moi j'étais au Mali, j'ai vu, mais attends, il faut du temps pour arriver à recenser toutes ces façons de faire. Maintenant, la chose, c'est que quand vous avez une réflexion à la recherche de modèles, vous voyez, par exemple, prenons un truc vraiment très bête, le problème des sargasses. Vous voyez que quand on réfléchit à la solution, on ne va pas chercher dans notre patrimoine une solution. On attend que la solution vienne de l'Europe. Est-ce que vous voyez l'affaire? Alors que, pourquoi la chose fonctionne comme ça? C'est parce qu'il y a un déficit de connaissance du mécanisme de réflexion des anciens. Parce que les sargasses, c'est quelque chose qui émane de la création. Donc il s'est produit un dysfonctionnement qui est à l'origine de ça. Donc il faut établir un fonctionnement pour contrer un dysfonctionnement. Donc vous voyez, il y a déjà une réflexion à ce niveau-là, qui fait que là, on commence à mettre en place une solution parce qu'on pose le problème, réellement. Ah ben, tout cela, voyez-vous, il ne faut pas oublier aussi que les civilisations africaines sont des civilisations animistes. Dit-on animiste, nous le terme qu'on utilise c'est mono-origинiste. Mais si vous lisez Sigmund Freud vous dira que le système intellectuel le plus avancé, c'est l'animisme. Parce que l'animisme n'a pas de dogme, voyez, l'animisme n'écarte pas des faits, et l'animisme a compris une chose, il y a un créateur à l'origine de tout, et que ce créateur se déploie dans sa création, mais de façon très étrangement mathématique. C'est ça qui est très surprenant, c'est-à-dire c'est de façon très étrangement mathématique. Maintenant, si on demande depuis quand tout cela a commencé, vous savez, Eric Hornung, qui est un égyptologue, parlait déjà des fractales mathématiques à l'époque de l'Égypte ancienne. Parce que vous avez des temples dans lesquels différents pharaons ont construit des monuments, et on s'aperçoit que ça n'a pas modifié la structure initiale du temple. Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà une réflexion fractale au début de l'urbanisme africain. Vous voyez? Parce qu'il y a une autre façon de la relation entre l'homme et la création. Donc en fait, il y a ça aussi qui peut expliquer beaucoup de choses. D'accord? Tandis que l'Européen, vous voyez, prend la nature comme un objet extérieur au créateur. C'est-à-dire c'est juste un jouet. Il a créé un jouet qu'on appelle le soleil, un jouet qu'on appelle la lune. Ce n'est pas du tout la même conception dans les peuples du Sud. La lune n'est pas un jouet, le soleil n'est pas un jouet. Vous voyez? Donc ça, c'est important de le comprendre. Voilà, je vous remercie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, une question. Une question brève pour une réponse brève. Oui, merci. J'ai été surpris d'entendre que les coiffures des femmes africaines étaient conçues sur le modèle fractal. Alors, est-ce que la civilisation africaine, avec les femmes, transmettait un message à partir de leur coiffure? Première question. Et deuxièmement, est-ce que ces coiffures avaient un rôle religieux pour fonder une harmonie, créer quelque chose de très important pour la société africaine? Pour moi, c'est la même question. C'est vraiment, ce sont des concepts philosophiques qui vont au-delà et qui atteignent la spiritualité. Et le fait que l'itération qu'on retrouve dans les formes fractales, en fin de compte, on s'est rendu compte que ce sont des générateurs d'énergie. Voilà. Donc, ce sont des capteurs d'énergie. Et évidemment, donc, cela ne peut que nous enrichir. Merci. Merci pour cette réponse, qui n'était pas brève, mais une bonne réponse, dans tous les cas. En tout cas, merci à Sakou. Je pense que une question. En fait, je voulais savoir ce qui expliquait le fait que les populations dites amérindiennes n'utilisaient pas les fractales. Ah, si, absolument, ils les utilisaient. Enfin, mais j'ai vu, dans le documentaire, il disait que c'était pas pareil, que c'était plus des spirales et des... Même la symétrie est une fractale. D'accord. Quand vous faites des tresses, vous faites des symétries. Il y a les symétries radiales, etc. Tout ça, les symétries latérales, tout ça, ce sont des fractales. Et pour rejoindre la question du monsieur, à partir du moment où on fait des dreadlocks, est-ce qu'on enlève
cette énergie? Non, parce que vous n'êtes pas coupé les cheveux. D'accord, merci. Merci pour cette réponse. Merci pour cette intervention de M. Sakou. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même. Merci. Merci. Donc, j'étais le fractal de René Glache. Et maintenant, ouvrez les yeux car tout est fractal. Merci. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les fractales, finalement, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout est en un, et que finalement, l'Afrique, c'est la matrice de réflexion de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Donc, limite, il a même dit qu'en se promenant près de la rue, qu'il voyait des mathématiques fractales partout. Donc, il faut bien prendre conscience que les fractales, c'est l'avenir, et même au niveau de la technologie, il a bien montré que les téléphones portables que nous utilisons, tout ce que l'ordinateur utilise les fractales. Donc, s'il y a des jeunes dans la salle ou les parents aussi qui ont des enfants, c'est le moment aussi de leur parler des fractales pour qu'ils puissent pousser un peu plus loin les mathématiques fractales. C'est bon?